voilà donc sur le plateau du décryptage, mesdames et messieurs, décalé pour vous permettre de suivre, bien entendu, la Coupe du Monde. Et ce dimanche, mesdames et messieurs, ce dimanche matin, la présidente de la Commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales de l'Assemblée nationale, madame Éléonore Yahi Ladécan, était l'invitée de notre entretien politique. Pendant plus d'une heure, elle est revenue sur les 5 premiers mois de la 10e législature, les réformes engagées, les lois votées, mais aussi les débats qui ont marqué cette première session ordinaire. Au-delà des explications fournies, que faut-il retenir? Les réponses apportées lèvent-elles toutes les interrogations? Quels sont les enjeux politiques qui se dessinent déjà pour cette nouvelle législature? Et nous en parlons avec le consultant politique Agapit Napoléon Baforican. Bonsoir. Bonsoir Maël, bonsoir tous les téléspectateurs. Ce matin, Madame Yahi Ladécan a estimé que cette première session était assez productive. De votre regard, avec un peu de recul, comment vous analysez cette première session de la 10e législature? Ben, merci Maël. Juste une petite boutade, parce que quand je vois Madame Yahi Ladécan, je me dis, ben, après les années de ministre, on a le plaisir maintenant de la voir dans nos studios. Quand lorsqu'on est député, on est obligé d'aller sur les plateaux, et ça fait plaisir. C'est pas toujours facile d'avoir les ministres, parce qu'ils sont enfermés, les sécobles, les points focaux, tout ça les empêche de se libérer. Mais bon, heureusement, certains essayent donc de briser cette barrière. Donc, merci à elle, merci à Madame Yahi Ladécan qui apprend une nouvelle vie. Elle la connaissait déjà d'une certaine manière. Il me semble qu'elle a déjà été députée, si je ne me trompe. Bon, de toute façon, présidente de la commission de l'éducation, culture, de l'emploi, des affaires sociales également. Elle a au moins 4. Donc, du coup, elle est dans le volet, peut-être pas la partie très politique de l'action du Parlement, mais c'est quand même une partie très délicate parce que lorsqu'on parle de jeunesse, on parle de culture, lorsqu'on parle donc d'éducation, on est dans un côté que les gens ont l'impression qu'il n'est pas très pertinent, mais c'est ça qui renforce plutôt l'adhésion des jeunes. Lorsque la culture est bien appropriée, lorsque la jeunesse est bien encadrée, lorsque l'éducation est bien distillée, je pense qu'on peut saluer, on peut se dire qu'on a une jeunesse suffisamment encadrée, suffisamment gérée pour prendre le relais de la direction. Et vous savez bien que le président Romuald Wardani compte beaucoup sur la jeunesse et entend faire d'elle, comme on l'a souvent dit, comme il a dit, le levier, disons, le fer de lance, et donc du développement de notre pays, la relève de demain. Donc du coup, elle est à un niveau sensible au niveau de l'Assemblée nationale. Ça a été un plaisir donc de la voir sur nos plateaux. Oui, elle a parlé plutôt de 2 mois de session, pas les 5. L'Assemblée nationale a été mise en place, effectivement, comme vous l'avez dit, la mandature en place depuis, la législature 10e est en place depuis 5 mois, comme vous l'avez si bien dit. Mais l'actuelle session a été ouverte, la première session ordinaire de l'année s'ouvre la première quinzaine du mois d'avril. Donc la session a été ouverte en avril, donc là maintenant c'est plutôt les 3 premiers mois je crois qu'elle dure 3 mois. Oui. Elle dure 3 mois et la saison budgétaire s'ouvre dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre et dure également 3 mois. Après, il peut y avoir des sessions extraordinaires. Alors, c'est le bilan de cette première session ordinaire de l'année, qui est la première session ordinaire de la 10e législature, qui est donc la première session ordinaire du président Joseph Fifame Diaguérou à la tête donc de l'Assemblée nationale. Et voilà, et c'est de ça qu'on a parlé, disons, le bilan de ces 3 mois. Et justement, vous l'avez bien apprécié, les 11 lois votées, les conclusions. Écoutez, moi je ne suis pas dans la quantité, donc beaucoup, vous savez, à la veille on dit, bon voilà, 26 lois inscrites, tout ça, bon. Franchement, j'ai été chroniqueur parlementaire, donc j'ai été journaliste accrédité au Parlement, et par rapport dans une première vie journaliste, au quotidien le matin, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est dans des années où je ne sais pas où vous étiez.
Donc, j'ai couvert la première législature de l'Assemblée nationale, j'ai couvert la deuxième législature. Donc, non, c'est pas dans la quantité. La quantité, c'est pour dire on a peut-être fait mieux que d'autres. Donc là, quand on évoque la quantité, c'est peut-être pour faire une comparaison. Mais je pense qu'en début de législature, il faut rester moins dans la quantité que dans la qualité. Hein? Et donc, moi, les 11 lois, cela me dit pas grand-chose. Ça aurait pu être 2 lois, ça aurait pu être 5 lois, ça aurait pu être 20 lois aussi. Qualitative. Alors, il faut rentrer dans la loi. Et moi, je dis, de manière fondamentale, la loi sur l'environnement est la meilleure loi qu'ils ont pu prendre. Les 2 lois qui gèrent notre cadre de vie, l'environnement, la faune et la flore, donc la faune et la forêt, je pense que ces 2 lois sont pour moi, de manière significative, une grande avancée. Et les amis éditorialistes l'ont dit, il faudrait maintenant les appliquer. Il faudrait les appliquer. Donc, vous comprenez qu'on n'a pas les mêmes leviers d'analyse peut-être, mais l'environnement, c'est notre cadre de vie. Et quand on parle de la santé, quand on parle de jeunesse qui doit prendre le relais de demain, il faudrait que cette jeunesse se porte bien. Il faudrait que l'air soit pur. Il faudrait qu'on n'inhale pas n'importe quoi. Il faudrait que le cadre de vie soit assaini. Et tout ça, c'est l'environnement. Et nous parlons très peu environnement. Réchauffement climatique. On a regardé les pluies diluviennes d'aujourd'hui. Oui, ça peut s'expliquer du point de vue scientifique. Mais quelque part, le réchauffement climatique passe par là. Mais combien de personnes peuvent vous parler du réchauffement climatique? Des raisons. Tout ça. Je pense que les députés, ils ont bien fait d'étudier ces 2 lois et donc de les mettre à la disposition du gouvernement et aussi des populations. Elle a si bien dit, ils vont aller en parler. Nous avons le CES qui va être installé dans la semaine et qui sans doute va prendre ce relais également. Et donc, il faut qu'ils s'essayent de rendre publique la loi une fois qu'elle sera promulguée. Et maintenant que l'application se fasse, que les sensibilisations qui doivent être faites soient faites et que l'application soit faite. Il faut que le citoyen lambda, quand il se lève, il sache que son cadre de vie tient. Et que la manière dont il lui gère le cadre de vie, c'est qu'il gère la santé de l'autre. Non seulement sa propre santé, mais la santé de l'autre. Et ça, c'est important. Et on est d'accord que nous avons souvent un problème avec l'application concrète des lois. Est-ce qu'on est sûr que cette fois-ci, avec les nouvelles lois sur l'environnement et aussi le code des forêts qui a été revu, nous sommes sûrs que cette fois-ci, nous entrons vraiment dans une application concrète à part l'engouement des premiers jours? C'est le souhait. C'est le souhait. Puis je ne sais pas, ces lois ne sont pas les premières. On en a déjà eu. Oui. On en a déjà eu. Moi, j'ai soutenu ma maîtrise en droit sur la loi cadre sur l'environnement. Donc, c'est pour vous dire que ce secteur est connu. Qu'on avait déjà au début des années 2000, on a voté les lois sur l'environnement. Oui. Mais après, c'est ce qu'on en a fait. C'est pour ça que je vous dis, oui, le gouvernement a pris des mesures à l'époque. Avant, les motos 2 temps, 4 temps, on est passé donc des 2 temps à 4 temps. Parce que, si je ne me trompe, parce que justement, le degré de pollution, avant on avait les BAC 50 qui étaient suffisamment polluants, les motos à l'époque, je me rappelle, donc le gouvernement de Mathieu Kérékou déjà avait pris des mesures, notamment dans le cadre de l'assainissement de l'environnement. C'est dire, oui, il y a eu une loi, mais c'est celle-ci a corsé, celle-ci a actualisé les paradigmes, les notions et les sanctions également. Et donc, les 2 lois dont je parle sont venues s'adapter à l'environnement actuel, au contexte d'aujourd'hui, de 2020-26, du réchauffement climatique qui s'exacerbe, et donc du comportement du citoyen qui doit être mieux canalisé et qui doit être mieux expliqué aussi, mieux géré, parce que chacun doit savoir qu'il est maître de l'environnement de demain. Donc, ce qu'on appelle le développement durable, nous devons utiliser les ressources d'aujourd'hui décemment. On peut les utiliser, mais on doit les utiliser en pensant à demain. Nous devons utiliser notre cadre de vie en pensant à demain. Nous devons utiliser notre environnement en pensant à demain, c'est-à-dire en laissant pour la génération prochaine également un environnement assaini dans lequel ils vivent décemment, en nuisant
hein, des vertus, en usant du cadre hein, qui sont venus voir, mais en le ménageant également pour les générations. Et c'est comme ça que nous, on est venus voir, peut-être un peu moins bien, mais on est venu quand même vivre dedans, on est dedans depuis. Nous devons travailler à limiter tout ce qui constitue des goulots. Vous savez, la lutte du gouvernement contre un certain nombre de choses, le sniper, c'est le produit que les populations utilisent. Aujourd'hui, ça n'a l'air de rien, mais c'est beaucoup. Et normalement, ce n'est pas que le gouvernement seul qui va en faire la sensibilisation. Chacun doit faire sien ce travail-là. Parce que sensibiliser contre le sniper, c'est sensibiliser pour sa vie. C'est sensibiliser contre certaines maladies respiratoires, cancérigènes, un certain nombre de faits que nous traînons sans savoir que nous sommes maîtres, nous sommes responsables. Mais depuis des décennies, quelques décennies, lorsque vous prenez un billet d'avion, on vous dit le taux de pollution de votre durée de moyen de transport. Que ce soit un billet, n'importe quel billet que vous prenez pour voyager en Europe, on vous dit comment, voilà le degré de pollution. Et il y a ça a fait que certaines villes, on commence par faire des villes sans moto, des villes sans fumée. Et donc il y a des journées où on promeut la marche, le vélo et autres. Ici, en Afrique, au Bénin, on n'a pas encore cette liberté, facilité, parce qu'on n'a pas de route. Et lorsque le gouvernement a commencé par travailler sur l'asphalte, on dit, ah non, il faut manger d'abord, c'est pas la route qui... Moi, je suis dans un cadre ici à Fidjolsé, où aujourd'hui, on peut rouler à vélo. C'est vrai que les voies ne sont pas larges, mais l'asphaltage est passé par là. Tout Fidjolsé pratiquement est aujourd'hui asphalté, est bitumé. Et donc, on peut rouler à vélo. C'est vrai que les véhicules sortent de n'importe où, parce que l'incivisme sur de route, malgré ce que fait le CNSS, et CNSR, il y a toujours des gens des inciviques qui roulent n'importe comment. Et comme la voie est lisse, ils roulent sans ménagement. C'est ça peut-être qui est le hic. Sinon, on peut faire du vélo. On peut faire du vélo le long de la plage maintenant, avec la route de pêche. Il y a le côté riverain. Donc, si le cadre est créé, on peut mieux gérer l'environnement. Donc, au-delà de la sensibilisation, il faut aussi des actions. Il faut ajouter un certain nombre d'actions qui permettent donc d'avoir des habitudes nouvelles. L'utilisation des véhicules électriques. Mais pour utiliser les véhicules électriques, il faut que nous ayons l'énergie. Par exemple, ainsi de suite. Il y a eu une campagne des motos électriques, ça fait long feu. Pourquoi ça fait long feu? Il faut le savoir. Donc, au-delà de la loi, moi je me satisfais, je me réjouis déjà que cette loi existe, que ces deux lois existent. Parce que la faune et la flore, la gestion de nos espaces forestiers. Moi, j'ai grandi dans un Porto-Novo où il y avait des grands arbres. Allez, je ne sais pas si c'était des calcidres ou des dinosaures, mais vous voyez la place de la République, là, quand vous allez vers là où il y a aujourd'hui le siège de l'Assemblée nationale, avant, mais c'est plein de grands arbres. Mais rien qu'à le regarder, ça avait pour nous le sens du pouvoir. Ça nous donnait l'impression d'être dans le QG du pouvoir, avec ces grands arbres qu'on regardait de loin. Et lorsque une autorité arrive, vous devez aller à sa rencontre, c'est le chef de l'État. C'est quelque chose, c'est symbolique. On a grandi avec ça. En temps, tout ça a été rasé pour moderniser, c'est bien. Mais le gouvernement a créé la journée nationale de l'arbre, 84-85, il me semble. Là aussi, on a fait des efforts. Mais il faudrait qu'on en fasse mieux. Avant, chacun devrait, disons, planter son arbre et y veiller. Chaque écolier, chaque collégien à l'époque, on devrait planter son arbre et veiller à son accroissement. Aujourd'hui, les bêtes en divagation bouffent et détruisent quand vous avez ces plans. Et donc, heureusement, la loi canalise tout ça aujourd'hui. Maintenant, il faut l'appliquer. C'est vous dire, nous devons changer totalement d'habitude. Les gens, j'ai encore en tête l'image de ce chef Cyr, pour dire ce nouveau maire de Porto-Novo, qui en pleine visite officielle dans un quartier de Porto-Novo, a remarqué qu'on a versé en l'air libre les débris d'une casserole, avec le fond de casserole, et le maire qui parlait, qui retrouve ça, et il dit, excusez-moi, en goût, mais qui a encore versé ça? C'est-à-dire que ça ne leur a rien dit
que l'autorité municipale soit sur place. Mais les gens sont venus, ils ont déversé ça sur la place publique, le fond de marmite, de la pâte de maïs. Et le maire s'est contenté de regarder, ça a fait rire, et il a continué son... Alors, c'est de l'incivisme à un niveau chronique. Nos carnivaux, les carnivaux, on dit il y a de l'eau. Mais lorsque on les fait, les gens vont verser, ils vont déverser des ordures carrément dedans. Alors que le gouvernement fait les efforts aujourd'hui, où il y a des sociétés, au moins une société qui cherche cette question. Il suffit simplement que les gens achètent le panier et souscrivent ce qu'ils doivent souscrire et mettre les déchets dedans, les gens viennent ramasser. Mais on continue d'aller verser ça dans les caniveaux. On les bouche et on est les premiers à crier que ça ne va pas et qu'il y a de l'eau. Et ainsi de suite. Mais il y a tellement de comportements. Je pense que les pouvoirs publics ont une part de responsabilité parce qu'il n'y a pas suffisamment de sensibilisation et après de coercition. On doit sensibiliser suffisamment et après on doit passer à la coercition et sans ménagement. Et donc, lorsque on mettra les deux ensemble, je pense qu'on va changer des habitudes. Lorsque la police a commencé. Mais on ne risque pas de frustrer certains, par exemple, d'autres qui vivent de certaines activités liées à un certain nombre d'espaces publics, les braconneurs par exemple. Est-ce qu'on ne risque pas d'accentuer ou de faire vivre une frustration à certaines personnes? Non, je ne sais pas, je ne connais pas toutes les dispositions liées à ceux qui occupent ces espaces. Mais non, l'État n'a pas interdit de couper les bois. Mais l'État restreint désormais le champ d'action. L'État n'a pas interdit, mais le champ est régulé depuis. Même dans la première loi, c'est régulé. Vous ne pouvez pas aller couper les arbres comme vous voulez. Vous ne pouvez pas aller tuer. La chasse n'est pas interdite au Bénin. Mais il y a une saison synergétique. Il y a un temps pour ça. Et il y a les bêtes qu'on peut chasser, qu'on peut tuer. Donc, la chasse, parfois, pour certains, c'est une activité touristique. Mais ça a encadré. Vous ne pouvez pas tuer n'importe quelle espèce, n'importe comment et n'importe où. Donc, ce n'est pas du tout, je ne vois pas, il n'y a pas d'activité en danger. Et si une activité doit être en danger, il faut bien que ceux qui l'utilisent, ceux qui l'exercent, changent d'activité. Et puis d'ailleurs, je vais vous amuser. Mais vous savez que toutes les activités sont aujourd'hui en danger. Avec l'intelligence artificielle, tout est en danger presque. Parce que tout est transformable. Tout est refaçonnable. Certaines professions vont disparaître. Vous savez ça? Bon, ça c'était pour la boutade, mais c'est sérieux en réalité. C'est sérieux. Moi, je suis de la presse. Au départ, mais avant, nous avions des opératrices de saisie. Nous écrivions à la main. Quand moi je démarrais, en début des années 90, nous écrivions nos articles à la main et on les donnait à des opérateurs ou à des opératrices de saisie qui les saisissaient. On corrigeait. Alors, un jour, moi, j'ai fait un voyage, je suis revenu, j'ai dit aux amis à écouter, d'où je viens là, chacun avait son ordinateur, et on saisissait, alors les gens m'ont regardé pour dire, toi, tu es le premier à voyager, hein, vous ne veux pas nous gâter notre job ici, hein. J'ai dit, mais ça va nous rattraper. À un moment donné, nous avons fait une obligation aux opérateurs de saisie d'apprendre à faire le PAO, hein, le graphisme de la presse écrite. Donc, non seulement de quitter la saisie simple, qui relève du secrétariat peut-être, mais d'aller plus loin. Et il y en a qui sont devenus aujourd'hui des spécialistes en la matière. C'est pour dire qu'aujourd'hui, à la presse écrite, avant, les gens ne utilisaient pas l'ordinateur. Ils tapaient et puis après, on découpait. Aujourd'hui, on fait tout ça par ordinateur. C'est-à-dire, donc, je reviens toujours à votre question de départ. Oui, si pour les raisons de technologie, des professions disparaissent. La photographie à l'ancienne a disparu. Vous voyez, avec le numérique. Et plein de professions disparaissent. C'est comme ça que d'autres vont se créer. Alors, pour les besoins de l'environnement, oui, certaines professions peuvent disparaître. L'utilisation abusive des bois de chauffe ne peut pas continuer. Il y a les énergies renouvelables, il y a le gaz, il y a un certain nombre de choses. Donc, il y a l'énergie solaire. Il n'y a que l'État crée de nouvelles conditions et d'autres disparaissent parce qu'ils ne sont plus adaptés à l'usage humain. Donc, il n'y a pas à craindre pour ces professions. S'il y en a vraiment qui vont disparaître, elles vont trouver le palliatif nécessaire. Il faudrait que, si au besoin, l'État doit accompagner pour les besoins du service public, l'État doit pouvoir le faire parce que la santé, vous voyez, la santé, parce que la santé coûte cher, coûte tellement cher. Coûte cher non seulement du point de vue pécuniaire, mais ça coûte cher du point de vue qualité de l'homme. C'est-à-dire que la santé fait perdre des valeurs. Elles disparaissent.
où elles deviennent inutilisables parce que malades, parce que non actives, parce que non plus actives. Alors donc, si on préserve la santé de l'environnement, la qualité de l'air, la qualité du bruit, si on préserve l'environnement, on préserve la santé, et on préserve des valeurs humaines, on préserve l'homme, donc, et on préserve des talents pour le développement. Vous voyez comment c'est lié et c'est relié. C'est pour ça que je trouve que l'Assemblée nationale a fait du bon travail. Pour un début de législature, je pense que c'était bien inspiré d'aller sur ces lois. Et puisqu'on parle d'environnement, avant d'en revenir à l'Assemblée nationale très rapidement, il y a aussi cette campagne de répression sur les urines à Népot, où par exemple, on peut dire que tout est mis en œuvre pour un meilleur cadre de vie, tout simplement. Vous savez, là encore, ça me rappelle aussi deux jeunes artistes, où je sais pas, c'est le docteur Honoris Causa à Moussou et puis Prince Yadjo. Oui, Prince Yadjo, ou appelé de cette séquence. Pollué. Donc, moi, ça me rappelle ça et je me dis qu'ils ont été plus... Cette chanson doit dater de plus de 15 à 20, pratiquement 20 ans. Donc, je fais un salut, je leur passe un fraternel salut, un amical salut, en disant, mais ils ont été visionnaires presque. Ils ont montré le chemin au pouvoir public, parce que cette chanson, Cotonou est pollué, avec Petit Pipi, à l'époque, je pense que ça fait le tour, mais est-ce que les pouvoirs publics ont pris la mesure donc du phénomène et surtout du fléau qui était dénoncé? Non, on ne l'a pas pris, puisque combien d'urinoirs publics nous avons dans Cotonou? Combien? Prenons Cotonou, prenons Porto-Novo, prenons Parakou, combien on en a? Lorsque un besoin pressant vous prend, on n'est quand même pas, on est des humains. Même le peu qu'on en a, on n'entretient pas ça. On a déjà le peu qui doit entretenir, ce n'est pas le citoyen lambda. C'est toujours encore c'est le pouvoir public, ça, qui doit créer les conditions de l'entretien. Ce n'est pas eux qui vont le faire, mais ils doivent, veiller à ce qu'il y en ait. En 20 ans, je ne sais pas combien on en a eu à Cotonou. En 20 ans. Encore faudrait-il qu'on ait. Lorsqu'il y a des manifestations publiques, on en a. Mais en 20 ans, combien on en a? Lorsque vous connaissez les habitudes de vos populations, quand vous quittez Porto-Novo pour Cotonou, pour les week-ends, vous savez ce qui se passe? En quittant Cotonou pour Porto-Novo, il n'y a pas de souci. Les gens sont clean, bien habillés. Mais quand ils vont aller s'injecter suffisamment de doses d'alcool, avec suffisamment de matières grasses, comme le pété, par exemple, à Adjara, quand ils font faire du agor, avec des hors d'œuvre pleins d'huile, et après on ajoute le gros, la résistance, on met le dessert, et puis on boit la boisson là-dessus. Ça, c'est nos week-ends, ça. Et moi, je suis de la région, donc je parle de ce qui se passe par là. Mais, de manière générale, quand on va faire la fête, pour rester général, quand on va faire la fête, et on revient, mais on a envie d'être dans des besoins pressants. Combien de toilettes publiques on a? Ailleurs, vous avez au moins des pôles, comme les stations-service, où il y en a, même si ça devait être payant. Ici, on en a combien? On a combien de stations-service équipées sur le chemin? Donc, il n'y a que la politique de l'environnement doit s'accompagner de mesures idoines. Alors, moi, je salue la campagne, mais il ne faut pas que ça tourne à l'ANAC. Parce que l'image qu'on a vu circuler ce week-end, ça ressemble plus à l'ANAC qu'à une campagne. Je suis désolé, je n'aime pas trop critiquer les pouvoirs publics. Parce que j'estime que gouverner n'est déjà pas facile. Et celui qui est devant une décision à prendre quel que soit le sens dans lequel il ira, vous aurez toujours à dire. Donc, j'aime pas souvent, je me dis, il faut prier plutôt pour celui qui a une décision à prendre, donc pour celui qui exerce le pouvoir public, que de le critiquer. Alors, mais dans le cas d'espèce, je pense qu'il y a d'abus. Il faut le clairement dire. Abus parce qu'on n'a pas vu passer la sensibilisation. Il faut sensibiliser. Durant l'essai, d'accord. Nul n'est censé ignorer la loi, d'accord. Mais quand même, dans un pays d'analphabètes, dans un pays où même l'alphabétisé ne lit pas, dans un pays où on est habitué à ne pas appliquer les lois, on a quand même la loi sur les sachets plastiques. Les gens continuent d'utiliser les sachets plastiques. Les pouvoirs publics sont où? Quelle répression il faut? Quand la loi a été votée, les gens ont pris peur. Quand la loi a été votée, les gens ont pris peur. La sensibilisation aurait pu suivre.
Et ça aurait pu marcher. La loi sur les baux, le bail, et la location, comment on appelle ça. Mais il y a des propriétaires de maisons qui continuent d'en imposer et de contourner. Mais qui suit ça? Qui l'applique? Donc, il est important que les pouvoirs publics accompagnent. Aller faire la propagation d'une loi, c'est bien. C'est bien d'aller expliquer la loi et l'application. Donc, je pense que les mairies, nos communes, les pouvoirs publics, et surtout les municipalités doivent travailler à rendre leur commune propre, leur commune, et sensibiliser les habitants. C'est eux les premières autorités, c'est les autorités de proximité, le chef de quartier, le chef de village, le chef d'arrondissement, le maire. C'est eux qui doivent faire ce travail-là. Il ne faut pas attendre que le ministère aille faire le travail. C'est leur travail à eux. C'est les autorités de proximité, on les a élus. Ils représentent le pouvoir public. Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus, a dit la loi. Donc, ils doivent pouvoir nous trouver, essayer de nous protéger. Alors moi, je vis dans Cotonou, je vis dans Porto-Novo, j'ai un bureau à Parakou. Je dis, normalement, nous payons les impôts. Nous payons. Donc, ces municipalités doivent nous protéger et faire en sorte qu'on ne soit pas en porte-à-faux avec la loi. Alors, c'est à eux de faire ce travail-là. On a des bureaux des affaires, des bureaux de l'environnement, ou de ci ou de ça. Donc, je dis, la campagne contre les pipis en désordre, je suis désolé d'utiliser ce langage, doit pouvoir s'encadrer et être précédée de sensibilisation. Regardez, rouler à droite. Cette campagne, pour sensibiliser les gens à rouler à droite, ce n'est pas la première fois que la campagne a commencé. D'autres ne comprennent même pas encore vraiment voilà. ce que ça signifie rouler à droite. Ça n'a pas commencé. Alors que ça va des choses, on donne des permis, on doit apprendre ça aux gens. Ils savent, mais ils continuent de rouler à gauche. Moi-même, j'écris tout le temps, rouler à droite, rouler à droite, rouler à droite. Donc, on a fait la sensibilisation. À un moment donné, la question peut commencer. Ceinture au volant. Ça a commencé à un moment donné. Même moi-même, je n'ai pas honte de dire, mais on m'a pris un jour. J'étais tellement pressé, je n'ai pas mis la ceinture. Je n'ai pas du tout discuté, puisque, comme ils m'ont dit, ah, monsieur, vous pouvez payer en même temps, parce que j'ai demandé qu'on me donne la fiche de l'évaluation. On m'a dit, non, non, si vous voulez, vous pouvez payer, j'ai payé. Mais ça m'a servi de leçon à vie. Donc, du coup, c'est que quand je rentre dans ma voiture, la première chose. Alors que, lorsque nous faisions le permis, ça fait plus de 5 ans cette affaire. Mais on m'a appris ça. Mais on retombe vite dans les habitudes, dans les travers. La psychologie du peuple qu'on dirige, on doit le connaître. Et donc, on doit pouvoir être en mesure. C'est bien de faire la loi. Ça, je suis d'accord. Le nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est chez les Français. C'est chez les Français. C'est ceux qui nous ont, les Européens. C'est ceux qui nous ont colonisés. Parce que la loi était en français. La loi est en langue naze. Aujourd'hui, le nul n'est censé ignorer la loi. Ne peut pas s'appliquer mécaniquement. Devant les tribunaux, oui, les gens les expliquent. Mais est-ce que c'est sérieux? Le nul n'est censé ignorer la loi pose le problème. Parce que là où la loi se fait, le citoyen lambda n'est pas là. C'est vrai, on permet qu'on puisse aller suivre. Et il y a une salle pour ça. L'Assemblée nationale veille à ça, d'accord. Les médias relaient, c'est vrai. Il y a Radio Hémicycle, c'est bien. Il y a TV Hémicycle, c'est encore très bon. Il y a aujourd'hui le numérique, c'est agréable. Donc, de point de vue de tous les territoires nationaux, tout le monde. Mais est-ce que tout le monde parle français? Ça commence par là. Et ainsi de suite. Et même si on fait ça dans les grandes langues et les autres langues, nous sommes dans un pays où c'est tellement en sous-langue et sous-famille de langues. C'est dit, je ne promets pas l'incivisme, bien au contraire, je suis adepte du civisme, mais il faut mettre en place un plan en disant, nous allons réprimer dès tel moment. Et on fait les sensibilisations qu'il faut. Même dans nos localités, c'est tellement facile. Le client public, il ne coûte pas cher. Aujourd'hui, il y a les médias, le numérique. On peut les utiliser pour faire la campagne. Alors, faire payer systématiquement et surtout de cette manière, même si la disposition existait et que nul n'est censé ignorer la loi, ça fait longtemps qu'on n'appliquait plus la loi. Et donc, du coup, il est normal qu'on rappelle aux gens qu'on veut appliquer maintenant la loi. Donc, il faut surseoir à cette mesure. Il faut surseoir à la répression. C'est un appel citoyen. Je n'ai pas le droit de faire d'injonctions aux élus, mais il faut surseoir cela et faire la sensibilisation. C'est vrai que la coercition a commencé à sonner comme déjà une sensibilisation. C'est vrai, parfois il faut choquer, mais il se fait que on n'a pas
les mécanismes qu'il faut. Comme je l'ai dit, on n'a pas encore, dans nos arrondissements, dans nos quartiers de ville, on n'a pas encore le mécanisme pour pisser, excusez-moi, pour se soulager des besoins pressants. Et donc, lorsqu'on ne peut pas le faire, il faut peut-être aller par sensibilisation, sensibiliser les gens, de faire en sorte d'utiliser déjà leurs propres toilettes, de faire en sorte que... On dit qu'il faut boire beaucoup d'eau, il faut faire du sport, il faut marcher. Mais lorsque vous êtes de certain âge, vous prenez beaucoup d'eau, vous aurez envie de besoin pressant. Vous n'allez pas rentrer dans un hôtel pour dire, écoutez, moi je vais utiliser votre toilette. Alors, les gens vont prendre d'assaut les hôtels ou bien les restaurants. Les gens ils vont vous dire, mais il faut acheter d'abord avant d'aller. Donc, on ne peut pas systématiquement. Il faut gérer cette question-là. Voilà, donc je fais un appel vraiment différent, un appel, mais je demande vraiment qu'on essaye donc de gérer. Cette mesure sur les billets froissés, les pièces usées, je posais la question à la députée ce matin, comment éviter les arnaques de devoir recevoir des pièces ou des billets qui n'en valent vraiment pas la peine sous prétexte qu'il y a une loi désormais qui exige que tout billet soit toujours utilisé. C'est à se demander si les lois votées, les députés ont pris toutes les mesures qui contournent chaque loi, surtout dans leur application. Ah, on ne sait pas, vous avez quoi avec les billets français? Un billet, non? Si la BCAO estime que le billet peut être en circulation, c'est que c'est en circulation. Si la BCAO estime, il enlève le billet ou la pièce de la circulation. Donc, il n'appartient pas à un citoyen lambda de choisir, de dire qu'un billet est mauvais. C'est de mauvaises pratiques, c'est incivique, c'est pas sérieux. Les individus ne peuvent pas se faire la loi eux-mêmes. Donc, du coup, moi, je salue cette campagne-là. Il y a eu d'abord une campagne, après on a commencé par la coercition. Donc, moi je trouve qu'il n'appartient pas à un individu de dire qu'un billet, ou avant vous pouvez se gratter un peu, on dit, et puis on vous le retourne. Non, c'est pas sérieux. Et les gens sont obligés de plier ça, on dit non, il faut amener ça à station-service, il faut amener ça à la SPE, il faut amener ça au péage. Comme si ces gens-là qui prennent ce genre de choses, non. Je pense qu'il faudrait, tant que c'est billets, tant que ces pièces, sauf si les autorités compétentes estiment que ce n'est pas circulable, elles doivent les enlever de la circulation. Ces pièces-là, ou ces billets, ces devises, circulent, mais reviennent à la source. Et ça ne vous dit pas, il y en a qui sont enlevés de circulation régulièrement. Ils ont le mécanisme. Le mécanisme existe. Donc, en la matière, je ne connais pas vraiment la réglementation, la loi a été votée. Je ne me suis pas trop approprié, mais j'estime qu'il n'appartient pas aux citoyens de choisir le billet qu'il doit prendre. La devise est connue. On ne peut pas circuler le nerf à Cotonou, ni le C10, ni le RAN. Non. Il faut aller en banque pour faire les changes auprès des bureaux de change. Mais après, quand c'est le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, on est à Cotonou. Ça doit circuler. Nul ne peut s'arroger des fonctions de la BCAO pour refuser. Voilà. Nous en venons à un plan beaucoup plus politique, concernant le Conseil économique et social, par exemple. La CSTB a dénoncé une exclusion de la nouvelle architecture. Selon vous, cette frustration est-elle fondée? Elle est humaine. Donc, elle est corporatiste, on peut comprendre. Ouais. Après, le pouvoir public choisit l'option qui lui plaît. Selon quelle logique les centrales étaient représentées. Ça avait une logique. Si la logique a changé, donc ceux qui ont le droit Selon l'organigramme du Conseil économique et social, ils estiment qu'ils ont une place au sein de cette institution. Vous savez, les médias étaient représentés dans certaines organisations, notamment à la Commission des droits de l'homme. Les dernières réformes, ils n'y sont plus. Moi, j'ai siégé dans une structure comme l'Autorité nationale de lutte contre la corruption comme communicateur, désigné par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Cette institution n'existe plus. Et aujourd'hui, la structure, c'est une personne, c'est le haut commissaire. L'État, ceux qui ont le pouvoir de décider, décident au regard d'analyses qui leur sont propres et de vision et de résultats ou d'objectifs à atteindre. Donc, moi, il n'y a pas de place acquise pour qui que ce soit. C'est les pouvoirs publics qui décident. Après, oui, on peut se battre. On peut se battre. Donc, la CCTB n'a pas barré les routes. La CCTB n'a pas brûlé.
La CSTB, donc, il n'y a pas eu de voie de fait. Il n'y a pas eu il n'y a rien. Bon, donc, pour moi, la CSTB est libre de revendiquer. Ils l'ont revendiqué. Elle a revendiqué. Les pouvoirs publics sont libres d'entendre ou de ne pas entendre. Et bon, donc, on est dans l'expression de la liberté. Pour moi, on est dans l'expression de la liberté. Pour moi, le CES, tel qu'il est conçu aujourd'hui, est le symbole de la volonté des pouvoirs publics, donc des députés, représentants du peuple, qui ont estimé que voilà la nouvelle tournure. J'ai mon avis personnel, qui n'est peut-être pas l'avis de tous. Moi, je ne suis pas électeur, enfin, je ne suis pas décideur à ce niveau. Et même s'il était décideur, ma position peut changer au regard de l'explication qu'on donnerait. Regardez quelqu'un comme Augustin Wambwebla, qui est porteur de la proposition de loi portant en révision, mais qui est aussi avec quelques, disons, compréhension, avec quelques difficultés sur certaines options. Parce que, justement, ce n'est pas toujours évident que lorsque le peuple se réunit, il ne tient pas compte de la volonté individuelle, donc je vais me répéter, de chacun, mais de la volonté de l'intérêt général. Et à un moment donné, si l'intérêt général c'est que le CES doit changer de vision, d'image, de couleur, de manière, donc de contenu, elle change. Il change s'il y a de nouvelles missions qui lui sont assignées, et on le lui assigne, et la vie continue. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien qui soit taillé dans du marbre, tout peut changer. Et nous, comme je le dis toujours, nous qui avons été éduqués dans la dialectique matérialiste, c'est que rien n'est statique, tout change, tout bouge. Donc du coup, rien ne nous surprend. Voilà. Et ils n'ont qu'à juste à miser sur le dialogue, comme vous l'avez dit tantôt. Franchement, il faut se battre pour ça. Franchement, leur souci n'est pas le mien, et je ne pense pas qu'ils bloqueront l'administration pour ça. Il y a d'autres luttes à faire. Ils sont aux commissions. Tu penses qu'ils sont dans une option, ils sont dans une structure, non? Le Conseil national du dialogue du développement. Enfin, les syndicats sont dans un creuset avec le gouvernement, donc ils ont le cadre dans lequel ils vont s'exprimer. Ils ont l'occasion de le faire. Peut-être que demain, leur lutte va encore payer et que le CES va encore intégrer les syndicats. Qui sait? Donc, franchement, laissez-les faire leurs revendications. Tant qu'ils ne perturbent personne, je pense qu'ils sont dans l'expression de leurs droits. Voilà. Et concernant la mise en veille de la Sénat, Madame Ladeka a estimé qu'il n'y avait vraiment pas de retard. Tout était fait conformément aux nouvelles dispositions, surtout au septennat que nous avons déparé. J'ai déjà donné mon avis sur cette question une, deux fois. Bon, donc, est-ce que je vais redonder? Je ne suis pas totalement d'accord avec elle. On aurait pu anticiper. Peut-être pas nécessairement la députée. Oui, la députée aurait pu anticiper en décembre, au moment où il révisait la Constitution. Ça, c'est d'abord ça. Et ensuite, mais ce n'est pas à eux que je m'en prends réellement. Encore que je n'ai pas le droit de m'en prendre à qui que ce soit. Mais en fait, là où je suis très critique, c'est au niveau de la direction générale des élections. Alors j'estime que, je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais je n'ai pas eu un retour. J'en ai déjà parlé sur d'autres forums. Alors, je n'ai pas compris le silence. La direction, c'est l'exécutif, c'est à eux d'anticiper. Ils ont évalué les élections. Ils doivent dire, mais et après, on fait quoi? Ils doivent se poser cette question. Ils n'allaient quand même pas imaginer que les députés puissent renouveler 5 personnes qui vont tourner les pouces et une administration qui va rester là pendant 5 ans. D'abord, ça n'a rien fait. Même s'il y a des petites activités par-ci, par-là. Mais ce n'est pas le grand fond. Donc, la polémique n'a pas besoin d'être ouverte. Après, les options prises par les députés sont les options qu'ils ont estimées utiles et nécessaires. Ça peut être sujet à critique, oui, ce n'est pas un problème. Mais il n'y a aucun péril en la demeure parce qu'ils n'ont pas pris de nouvelles options encore, donc on ne peut pas. Mais parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin du conseil électoral. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Aujourd'hui, il n'y a pas d'élection en jeu avant 2033. Sauf cataclysme qu'on peut prier le ciel de ne pas avoir. Donc, il n'y a pas d'élection. Dès lors, le conseil ne sert à rien. Alors, la direction générale, l'exécutif, oui, on a besoin d'une structure pour gérer un certain nombre de questions. Pour gérer un certain nombre de questions. Mais là, ils aviseront. Ils aviseront le ministère de l'Intérieur qui reprend, à qui certaines choses doivent être reversées, doit veiller peut-être à ne pas tout détruire et à garder
certaines logiques en place pour que dès que la nouvelle structure va être créée, on puisse passer le service. Il ne faut pas on perde également tous les hommes. L'acquis humain est important. Donc on a acquis de l'expertise. En 12 ans de Sénat permanent, on a acquis de l'expertise. C'est l'occasion donc d'exploiter ces acquis et donc de ne pas laisser tout le personnel se disperser. Ceux qui ont de l'expertise et qu'on a laissé passer déjà. Les gens ne quittaient pas le SAP Sénat, qui ont été laissés. C'est déjà un gâchis, parce qu'ils avaient de l'expérience. Et ceux qui sont encore venus sous les Tiando et qu'on a laissé partir, c'est encore un gâchis. Donc maintenant, il y a ceux qui sont venus sous les Sakalafia et eux beaucoup relèvent plutôt des dispositions légales, notamment la Direction générale des élections, qui est une structure totalement indépendante, en tout cas autonome dans sa gestion par rapport au Conseil électoral. Et d'ailleurs, c'est le Directeur général des élections qui a la main sur le budget, puisque c'est lui le donateur. Alors donc, si c'est ça, c'était une grande avancée par rapport aux expériences précédentes, on aurait pu peut-être garder. Mais bon, l'un dans l'autre, comme je l'ai dit, c'est celui qui prend une décision à terme. Lui, il a plus disons, de lucarne dans lesquelles il a pu regarder que celui qui est comme moi, qui commente. Quand vous commentez, vous avez la facilité de commenter. C'est pas la même chose que la personne qui prend la décision. Elle doit prendre une décision de toute façon. Quel que soit son penchant, elle doit finir, l'autorité qui prend la décision doit finir par en prendre. Et dès que vous la prenez, quel que soit le champ dans lequel vous prenez, il y aura toujours quelque chose à redire. Voilà. Et les lois votées par les députés de la majorité présidentielle, le BR et l'UPR, comment appréciez-vous la cohabitation déjà pour Mme Ladécan? Tout s'est bien passé, surtout pour les 40% de nouveaux élus dont elle fait partie, une acclimatation assez favorable, selon vous. C'est interne à eux. C'est interne à eux. C'est interne à eux. Je pense que c'est interne à eux. Bon, voilà. Ils sont de la même majorité. Donc, les nouveaux venus vont s'acclimater. Ils s'acclimatent. Les éditorialistes estimaient qu'il n'y avait pas assez de débat, que l'Assemblée nationale a perdu un peu de son essence en ce qui concerne le débat critique des lois. Est-ce qu'ils ont lu les lois en projet pour savoir? Il ne faut pas parler pour parler. C'est-à-dire que ce qu'on appelle débat critique des lois, c'est pour faire de la rhétorique et vile ou stérile. Parler le gros français comme on le dit, sans nécessairement changer grand-chose. Mais bon, on en a eu droit. Effectivement, lorsque j'étais journaliste au Parlement, j'allais suivre les débats parlementaires pour mon journal. Donc le matin de 97, 98, non déjà 95, oui, 95, 96, 97, 98, 99, 2000. Donc ces années-là, j'ai pu voir la première, la deuxième et la troisième législature par exemple. Oui, il y avait de très grands débats, de très grandes rhétoriques, mais pour peu en termes de décision. Pour peu. Donc les lois, ce n'était pas de qualité particulière. On a eu des lois particulières, comme la loi sur la Sénat, la loi qu'on appelle loi Yon-Fou. La loi sur la Sénat, c'est ça, c'est une loi de 94-95. Bon, ça, c'est resté. Mais il y a des lois qui ont disparu parce qu'elles n'étaient pas impactantes. Donc, est-ce que c'est le grand bavardage qui fait la qualité des lois? Moi, je ne pense pas. C'est pour ça que tout à l'heure, au début, je vous disais que ce n'est pas le nombre de lois qui m'intéressait, c'était le contenu. Et j'avoue que aujourd'hui, nos députés sont plus réels, ils sont plus, comment on appelle ça, ils prennent les gens dans la célérité, ils sont plus proactifs. Les phénomènes trouvent en même temps les réponses législatives nécessaires. Et c'est important. C'est important. Donc, les phénomènes doivent trouver les réponses législatives en même temps. C'est comme ça que se fait en Occident. Alors, les grands débats, il ne sait pas ce qui se passe en commission. Parce que si le travail est bien géré en commission, en plénière, on n'a pas besoin de grande rhétorique. Quand, dans la majorité, Augustin, comme Degla n'était pas d'accord, Benoît Degla, ils l'ont manifesté par rapport au CES. Donc, c'est dire, il ne faut pas qu'on aille chercher, il ne faut pas qu'on soit là à regarder toujours dans le rétroviseur, pour dire avant, il n'y a pas de grand débat, il n'y a pas de grand débat. Mais quel grand débat il faut? Les députés sont là, ils votent des lois, c'est fini. S'ils estiment que le vote n'a pas besoin de grand débat, ils ne le font pas.
Si le citoyen a envie de faire des débats, il fait et remonte. Donc chacun a sa place. Moi, je salue le travail parlementaire. C'est eux qui sont là. Il n'y a aucun travail qui manque de limite. Le code de la famille, qui date de 2004, par exemple. Pourquoi l'État continue à réglementer le secteur? Si le code était très bon, si le code a réglé tous les problèmes. Moi, j'ai toujours demandé qu'on évalue l'usage du code et les problèmes nouveaux. Mais si l'État, par exemple, continue d'intervenir dans le secteur, dans un certain nombre de choses, dans la protection de la femme, de l'épouse, de la conjointe, de la famille. Donc, si l'État est toujours présent, malgré l'existence du code, ça veut dire que ça n'a pas tout réglé. Aucune loi ne règle tout. Ça règle le problème de l'instant. Mais ça ouvre d'autres lucarnes que d'autres vont peut-être exploiter et qui vont créer d'autres problèmes et qu'on va régler encore. Alors voilà, donc vous comprenez que on ne peut jamais être, disons, aujourd'hui, quand on a révisé la Constitution, créé le Sénat, il y en a qui étaient, nous, on était surpris. Nous, quand ils ont annoncé le Sénat, moi, personnellement, j'étais surpris. Mais après, quand on l'a décliné, quand finalement ça a été bien décliné, tout ça, tout le monde, on avait besoin d'une chambre des sages, d'une chambre des anciens. Et aujourd'hui, quel que soit le bémol qu'on peut y mettre, on a quand même une chambre des anciens. Le Sénat, pour moi, ce n'est pas la chambre haute. Pour moi, c'est la chambre des anciens. Et donc, les anciens ont un regard qui est différent. Parce qu'ils ont vu plus. Ce qui vous étonne n'étonne pas l'ancien. Parce que lui, là, il a déjà vu. Peut-être qu'il a déjà solutionné. Et donc, là où vous êtes en émotion, l'adulte, l'ancien est paisible, garde son calme, parce qu'il en a déjà vu. Donc vous voyez, si vous prenez n'importe quelle loi, au début ça choque, avec le temps, les gens finissent par s'adapter en se disant, mais pourtant c'est pas si compliqué. Moi je trouve que ce qu'on appelle le manque de débat, non. Moi j'ai regardé, au niveau de l'Union progressiste de renouveau, pratiquement, ils ont encadré les leurs et beaucoup ont pris la parole. C'est vrai, ils ne sont pas encore dedans. On ne peut pas demander aux gens en 3 mois, 6 mois, 5 mois de rentrer dedans. Il y en a beaucoup qui lisent encore leurs questions, leurs interventions. Ce n'est pas un problème. Tout le monde n'est pas... L'éloquence n'est pas signe de sagesse, l'éloquence n'est pas signe de qualité. Donc, il y en a qui sont éloquents, il y en a qui ne le sont pas. Et quand vous n'êtes pas éloquent, écrivez et lisez, au moins vous passez votre message. Moi, je trouve que l'Union progressiste doit travailler sur ces députés et qui sont intervenus. Et que moi, sur les débats parlementaires, j'ai sur la télé hémicycle que je suis obligé de me caler tout le temps parce que c'est ça qui relaye. Mais je trouve que les débats sont, que ceux qui doivent intervenir interviennent, ils apportent leur valeur ajoutée. Et puis après, voilà. Sans oublier que déjà en commission, des débats se font et nous, on ne les suit pas. Donc, je ne peux pas porter un jugement de valeur absolue sur le travail parlementaire. Je trouve que ceux qui doivent le faire le font. Ils ont 7 ans et ils ne sont qu'au début. Et justement, pour fermer ce débat sur l'Assemblée nationale, une dernière question. Le président de l'Assemblée nationale, son organisation managériale ou son engagement managérial a été salué. Vous, comment appréciez-vous la manière dont il a conduit les premiers mois de cette 10e législature? Je ne suis pas député, donc je ne peux pas apprécier. Je ne suis pas député, donc je ne peux pas apprécier. Moi, je connais Julien Jobounou. Donc, je le connais. Ce n'est pas hier. Il fut notre président à l'université, président du bureau exécutif fédéral des étudiants. Alors, ça veut dire qu'il avait un leadership. Si j'ai dit ça, ça devait suffire. Ça veut dire qu'il avait un leadership. Donc, ça ne vous quitte pas du jour au lendemain. Ça ne vous quitte pas du jour au lendemain. On a vu Julien Jobounou, l'activiste. On a vu Julien Jobounou, le justicier parfois. Quand il est dans les débats, c'est pas pour rien qu'il est avocat. On a vu le défenseur des droits. On a vu Joseph Jobounou, le régulateur. Il était ministre, l'homme public. Il était membre de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est là que j'appelle le régulateur. Et on l'a vu aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale. Il a dirigé le parti. Diriger un parti comme l'Union progressiste de renouveau n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas je veux, c'est est-ce que je peux. On a vu Julien Jobounou candidable à l'élection présidentielle. Je n'ai pas dit candidat,
candidable. C'est-à-dire qu'aucun média, aucun homme avisé à l'époque ne pouvait annoncer 2, 3 sans évoquer son nom. Donc ces choses ne viennent pas du hasard. Ça ne vient pas du hasard. C'est un homme. Il a un leadership naturel. Il ne force pas. Parfois, il est tellement enthousiaste que ça le trahit parce que les mauvaises, pas langue, mais ceux qui ont l'esprit tordu et la critique facile, pervertissent parfois certains propos qui disent gentiment, peut-être parfois naïvement, je dis peut-être parfois, mais qui dit de bon cœur. Donc, pour moi, je ne suis pas surpris de tout ce que les gens peuvent dire sur sa gouvernance à l'Assemblée. Et ils vont le découvrir encore. Ceux qui ne le connaissaient pas vont découvrir encore les qualités de cet intellectuel de valeur qui fait la fierté de sa génération, mais au-delà de sa génération, du Bénin. Ce n'est pas lui seul, mais il fait partie. Et aujourd'hui, c'est heureux de la voir là où il est. Et donc, je suis content que les gens soient contents de sa gouvernance. Après, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il doit y avoir des limites. Il doit y avoir des gens qui ne sont pas toujours contents peut-être. Il doit y avoir des situations. Il va devoir trancher des débats. Ça va fâcher certains. Ça n'enlève rien au leadership. Et c'est un homme discipliné. On sait que et lui et le président Wadahi sont embarqués dans une même dynamique. Il sait que l'Assemblée nationale ne gouverne pas. Il sait que l'Assemblée nationale prend des lois, contrôle l'action. Et donc, il est en plein dedans. Et donc, lorsque vous voyez une telle dynamique, et autour de lui, toute la haute direction, les conseillers qui l'entourent aujourd'hui à l'Assemblée, vous sentez que nous sommes dans une logique aujourd'hui de stabilité et d'accompagnement. Il n'y a pas encore pont pour pan que je vois entre l'Assemblée et le Parlement, comme l'Assemblée et le gouvernement, comme ce fut le cas Yahi Nago en ces temps-là. Mais il y a une discipline, il y a une rigueur, il y a un respect de l'ordre constitutionnel. Chacun sait là où il est, chacun sait ce qu'il a à faire. Et à mon humble avis, pour ce début de septennat, des uns comme des autres, je pense que chacun est à sa place. Donc moi, je salue le président Diogbenou, pas parce qu'il fait, mais je ne suis pas surpris. Donc je me dis toujours qu'il est dans son mode normal. Il ne force rien. C'est juste que les autres doivent essayer de comprendre son fonctionnement, de le connaître mieux et de savoir qu'en termes de respect des normes, d'adhésion aux normes républicaines, donc de disponibilité aux valeurs républicaines, je pense que si on va citer quelques citoyens, on ne peut pas citer 3, 5 sans citer Joseph Famé Tchoboueno. Agapit Napoléon Maforikan, nous allons poursuivre très rapidement. Il y a l'affaire d'Anivor qui a aussi connu quelques rebondissements récemment, de nouveaux témoignages. On a l'impression qu'on est en train de toucher quelque chose, mais tout reste encore épars, tout reste encore flou. Chaque fois quand j'ai envie d'aborder cette question, j'ai la chair de poule parce que c'est un dossier que j'ai connu un peu de près, étant dans l'environnement de la communication du gouvernement en ce temps-là. C'est un dossier qui fait mal. Donc vivement qu'on aille à l'épilogue. Donc la justice a fait son travail et les réquisitions sont faites. On attend. On attend. Il faut surtout que la famille fasse son deuil et enfin finalement son deuil. Maintenant, le débat sur la mort est plus qu'une simple disparition, en fait. Oui, c'est ça que je vous dis. Donc, oui. Non, parce que clairement, le procureur a acté au regard je pense que c'est dans le réquisitoire, qu'au regard des éléments en présence et de certain nombre de pièces à conviction qu'on peut dire maintenant que M. Danivor est mort. Bon, alors, parce qu'il s'est dit, ça permet à la famille, enfin, peut-être de rentrer en possession de ce dont elle doit, ce qu'on peut lui retrocéder, et que chez nous en Afrique, on aime faire le deuil, que le deuil soit régulièrement fait, et que repose l'âme du
de ce monsieur. Voilà. Donc, vous pensez que dans cette affaire, la vérité vaut plus que le fait de boucler simplement ce dossier une fois pour toutes? Ça fait 15 ans quand même. Est-ce qu'il y a une vérité? Est-ce qu'il y a la vérité? Il y a une vérité, mais il n'y a pas de la vérité. La vérité, on ne la touche jamais. Parce que la vérité est toujours celle d'aujourd'hui. On ne sait pas celle de demain. Donc, c'est pour ça que lorsque le juge tranche, on donne parfois la possibilité aux citoyens d'aller à un autre niveau de juridiction. Et après, on clôt le débat à un niveau donné. Ça veut dire quoi? Mais c'est pas parce qu'on a clos le débat que le débat est terminé. Là, en fait, on peut découvrir autre chose. La preuve, on découvre toujours des choses aujourd'hui, alors qu'on avait des logiques hier. Sinon, Galilée n'aurait pas été tué. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde admet que la Terre tourne autour d'elle-même sur 24 heures et quelques secondes. Donc, la vérité n'est pas accessible à l'humain. La vérité, nous avons les vérités, on a des vérités, mais on n'a pas la vérité. La vérité, elle appartient à Dieu, et au temps peut-être. Voilà. Il y a aussi de l'autre côté cet activiste Kémy Séba dont le dossier d'extradition qui a été demandé a été renvoyé. Vous avez un mot à dire dessus très rapidement? Là également, c'est un dossier qui est à la justice. Il aurait été bien que ce monsieur regagne le pays et qu'on lui essaye peut-être d'apprécier, disons, ce qui se fait ici. Bon, donc après moi, la justice sud-africaine, il doit être la justice sud-africaine. Mais il aurait été bien qu'on lui ici, c'est facile de rester dehors et de salir le pays. Moi, je pense que chacun doit faire son combat, chacun doit faire sa lutte. Chacun est libre d'avoir ses convictions, chacun est libre d'avoir ses penchants. Mais on ne peut pas ternir l'image de son pays. Je pense que la patrie ne peut pas fonctionner. Personne. Même les Nations Unies ne pas la patrie. Donc, on a un pays, mais lorsqu'on se met à salir l'image du pays, à tirer à dire sur les autorités publiques de ce pays, lorsque on livre son pays à deux, je pense que on est apatride. Alors, moi, je ne suis pas juge, donc du coup, je m'interdis. Je me dis que bon, j'espère bien qu'il sera un jour envoyé ici. Et que ça lui permettra peut-être que ça lui permettra de découvrir la réalité de la gestion du pays et peut-être de découvrir de nouvelles... Moi, je ne dis pas qu'il vienne croupir en prison. Je ne dis pas. Non, c'est pas moi, c'est pas mon rôle. Mais j'espère bien qu'il aura l'occasion d'être envoyé au Bénin, ou bien de revenir au Bénin et de voir les merveilles qui se passent dans le pays. Tout ne peut jamais être rose, mais il y a quand même ce qu'on appelle les merveilles, et il y en a. Je pense de mieux en mieux, de plus en plus, depuis des années. Et je pense que M. Kémy Séba n'en a pas toujours connaissance. Ou alors, il est dans une posture qu'il lui faut changer. Donc, il faudrait peut-être qu'on le récupère dans le pays et qu'il puisse peut-être se rendre compte de tout ce qui passe. Et au-delà de Kémy Séba, moi, c'est tous ceux qui sont à l'extérieur. Nous avons parlé ici, il y a une semaine de Komi Koutié. Alors moi, j'ai écouté Boniayo dans la semaine parler de quelqu'un comme Valentin Djerantiangossou. Voilà, bon, moi j'estime que ces compatriotes peuvent retourner au pays, doivent trouver les mécanismes, doivent trouver les solutions, doivent trouver les moyens de revenir pour voir ce qui se passe dans le pays. Voilà, pour voir, je pense, à mon humble avis. Donc, chacun selon le cas qu'il a, il faudrait peut-être qu'il trouve l'occasion d'être là. Voilà. Donc, Kémy Séba est dans les liens de la justice sud-africaine. Le Bénin demande son extradition. Un dossier est déposé en la matière. Moi, je souhaite que ce dossier aboutisse et qu'il vienne dans le pays pour être jugé. Ce n'est pas parce qu'on dit juger que tout est noir, non. J'ai raconté ici il y a quelques jours le cas du Jean Bédel Bokassa en Centrafrique. Ce monsieur, ancien empereur de Centrafrique, on lui reprochait tellement de choses. Et pourtant, il n'a pas été tué, il est mort normal, il a été enterré avec quelques années de la République quand même, parce qu'il fut empereur de ce pays, président du pays, puis empereur. Donc c'est pour dire que parfois on a l'âme, on s'alarme pour rien. Et il faut laisser le temps, il faut laisser les choses se dérouler. Et les choses évoluent parfois à leur temps, pas peut-être au temps que nous nous souhaitons.
Alors, consultant politique, merci d'avoir partagé avec nous votre lecture de cette première session ordinaire de la 10e législature et aussi sur d'autres actualités du moment. C'est un plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne soirée à vous, ETélé, avec vous, pour vous.